Alors, dans cette capsule, on va couvrir une méthode prédictive qui est l'analyse discriminante. Alors, l'objectif ici, c'est d'offrir un soutien à la lecture de la section 4.3 du livre Elements of Statistical Learning. Alors, pour vous aider à développer une certaine intuition de ce que c'est que l'analyse discriminante, on va se placer un peu dans la perspective que Fisher avait à l'époque où il l'a développé en 1936. Alors, rappelons que l'analyse discriminante, ça permet de faire des prédictions lorsque Y est nominal. On va voir ici un cas où Y est binaire, mais la méthode s'applique aussi lorsque Y a plusieurs catégories. Ça fonctionne assez bien lorsque X est composé de variables normales multidimensionnelles et idéalement de même variance. Alors, essayons de nous rappeler en premier qu'est-ce qu'on veut faire exactement quand on fait quand on veut faire une classification. Alors ici, on revient à l'exemple avec les joueurs de football. Donc, ce qu'on va chercher à prédire ici, notre Y, ça va être la position du joueur. Pour faire notre prédiction, on a deux variables, la taille et le poids. La première chose qu'on pourrait faire de façon un peu intuitive en regardant ce graphique-là, c'est de se dire, en fait, on pourrait tout simplement séparer notre jeu de données ici en fonction de la taille. Donc, on pourrait dire à partir du moment où un joueur mesure plus que à peu près 73 pouces, on va le classer dans les quarts arrière QB et s'il mesure moins de 73 pouces, on va le classer dans les running back RB. Donc, OK, ça fonctionne bien, mais ça ne nous permet pas d'exploiter tout ce qu'on a comme information dans notre jeu de données. Donc, on voudrait aussi pouvoir exploiter le poids, parce qu'on peut penser que ça nous permettrait d'apporter un petit peu plus d'informations. Mais en utilisant le poids, on trouve difficilement une règle très claire et très facile de séparer notre jeu de données pour bien classifier les deux groupes en tenant compte des deux variables en même temps. Alors, ce que Fisher s'est dit, lui, il s'est dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un nouvel axe. Donc, il s'est dit, il nous faut un nouvel axe qui va ressembler à peu près à ça, disons. Et on veut que cet axe-là nous permette de mieux séparer nos données. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver un axe qui nous permet de mieux séparer nos données. Et on va projeter ensuite chacun de nos points sur cet axe-là. Et une fois qu'on va l'avoir projeté sur cet axe-là, on va être capable de séparer notre jeu de données en deux en utilisant les deux variables à la fois. Bon, maintenant, comment on va faire ça? Alors, pour y arriver, il faut d'abord se rappeler certaines notions de décomposition de la variance. Donc, vous avez déjà vu en analyse de la variance que la variabilité totale qu'on a dans un jeu de données, qu'on va appeler T ici, ça se décompose en deux éléments. Premier élément, la variabilité intergroupe, la variabilité entre mes groupes, donc between. Deuxième élément, la variabilité intragroupe, donc la variabilité à l'intérieur d'un groupe. Alors, ce que Fisher s'est dit, c'est qu'on voudrait trouver un axe qui nous permet de faire en sorte que la variabilité entre mes deux groupes sur cet axe-là soit beaucoup plus grande, ou soit le plus grande possible finalement, ou soit beaucoup plus grande que la variabilité à l'intérieur de mes groupes. Donc ça revient à dire qu'on veut que le ratio de B sur W soit très grand. Ce qui est exactement l'équivalent de dire qu'on veut que le ratio de B, ma variabilité intergroupe, divisé par la variabilité totale soit le plus grand possible. Donc, c'est ce qu'on va chercher à faire. On va chercher à trouver l'axe qui maximise ce ratio-là. Dans l'exemple qu'on a vu, vous voyez ici ma variabilité entre les groupes, ma variabilité à l'intérieur d'un groupe et ma variabilité totale qui est la somme des deux précédentes. Alors, comment on va faire pour trouver cet axe-là? On va d'abord se poser X tilde ici, qui représente en fait notre jeu de données centré et réduit.
Donc, on va centrer et réduire nos variables. Et à partir de nos variables centrées réduites, on va chercher Z, qui va être une combinaison linéaire de nos valeurs centrées réduites. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est les poids de cette combinaison linéaire-là. On va vouloir que la combinaison linéaire, que les poids qu'on va chercher, maximise le ratio de la variabilité entre les groupes par rapport à la variabilité totale. Alors, ceci devrait vous rappeler un peu ce qu'on faisait en analyse de la variance, puis on va effectivement faire quelque chose de très similaire à ça. Alors, on va choisir nos poids, les poids de notre combinaison linéaire, de façon à maximiser un des deux ratios que vous voyez ici. Alors, en général, on va travailler avec ce ratio-là parce qu'il est un petit peu plus facile à travailler. Et puis, trouver les poids qui maximisent ce ratio-là, ça revient à maximiser alpha transposé fois B fois alpha sous la contrainte que ceci est égal à 1. Si on retourne un peu à nos notions d'algèbre, qu'on révise le chapitre sur l'ACP, on se rend compte que notre alpha, ça va être le vecteur propre normé associé à la plus grande valeur propre de notre matrice de variabilité totale, l'inverse de notre matrice de variabilité totale fois notre variabilité entre les groupes qui est P. Alors, qu'est-ce que ça donne sur notre jeu de données? Bien, ici, j'utilise la fonction Eigen pour trouver mes valeurs propres. Le S ici correspond à mon T, OK? Donc, à ma variabilité totale. J'utilise S parce qu'on ne peut pas utiliser T en R. Il va confondre avec le true. Donc, je vais chercher l'inverse de ça que je multiplie par ma variabilité entre les groupes. Alors, j'obtiens ma plus grande valeur propre ici et le vecteur propre normé correspondant. Donc, ça ici, ça devient mon alpha, ça devient mes poids pour projeter chacune de mes observations sur un nouvel axe, qui est l'axe qui va me permettre de séparer au mieux mes observations. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bien, vous voyez l'axe ici. Donc, la ligne en gris, ici, ça vous donne l'axe qu'on vient de trouver avec, avec notre analyse de décomposition en valeurs propres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter chacune de ces observations-là sur cet axe-là. Maintenant, on a trouvé l'axe qui le sépare le mieux, mais on n'a pas trouvé où le séparer exactement. Donc, on le sépare ici, on le sépare là, on le sépare là. On ne sait pas exactement jusqu'à maintenant où est-ce qu'on le sépare. Alors, pour trouver ça, on va devoir aller un petit peu plus loin. Alors, ce que vous voyez sur le graphique de droite ici, c'est l'histogramme des valeurs projetées de chaque point. Donc ici, là, si je prends chaque point sur ce graphique-là, que je le projette sur P, donc la valeur de P, c'est mon axe ici en bas. OK? Donc ça, c'est l'histogramme de chacun des points projetés. Alors, vous voyez qu'on arrive assez bien à distinguer d'une part la distribution de mes running back et la distribution de mes corps arrière sur le nouvel axe que j'ai créé. Alors, si on suppose que ces deux groupes-là suivent une loi normale, on a tout simplement besoin de calculer la moyenne et la variance à l'intérieur de chacun des groupes, mais de mon P, donc de ma projection ici sur mon nouvel axe. Alors, en faisant ça, je me rends compte que mes running back, leur distribution sur P, ça suit une loi normale de moyenne moins 0,46 et de variance 0,52 au carré. Maintenant, mes corps arrière, eux, ils suivent une distribution normale de moyenne 0,86 et de variance 0,53 au carré. Alors,
rendu là, ben, on pourrait tout simplement, pour chacune des observations qu'on a, supposons que j'ai une observation qui vaut 1 ici, bien, on pourrait calculer la densité associée à cette observation-là pour la distribution qui correspond à QB et pour la distribution qui correspond à RB. Et associé à cette observation-là, le groupe qui correspond à la distribution pour laquelle la densité est la plus élevée. Donc, mon 1 ici, on le classerait dans le groupe QB parce que la densité est plus élevée à cet endroit-là. Et puis mon moins 1 ici, si j'avais un joueur qui, une fois projeté sur le nouvel axe, me donnait une coordonnée de moins 1, bien celui-là, la valeur de la densité pour le groupe QB serait très basse et pour le groupe RB serait très élevée, donc je le prédirais dans RB. C'est une façon de faire, mais on a vu précédemment que c'était pas tout à fait la façon optimale, selon la règle de Bayes, de classer notre observation. Alors, on a vu que, selon la règle de Bayes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer chacune des observations dans la classe qui correspond à la probabilité conditionnelle sachant X la plus élevée. Donc, si on regarde la formule de Bayes ici, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la formule de Bayes? Bon, la probabilité que ma classe soit K, sachant que X est égal à X, c'est la densité du groupe K évalué en X fois la probabilité du groupe K. Donc, dans ce cas-ci, on a deux groupes et on a calculé deux densités. Puis, on a supposé que c'était deux densités normales. Et puis, on a calculé, on a estimé les paramètres de ces densités-là à la diapositive précédente. Alors, on va faire ça pour les deux groupes. Et puis, le dénominateur, ici, il va être le même pour les deux groupes. Donc, on n'a pas besoin de se préoccuper du dénominateur dans ce cas-ci. Alors, faisons-le pour le premier groupe. Alors, la densité pour un joueur donné. Donc, ici, je vous donne un exemple de densité obtenue de f de x pour un des joueurs donnés. Donc, ici, là, ma valeur qui est ici, c'est f du groupe QB de l'observation x est égal à de l'observation 1, mettons. On va l'appeler x, là, mais c'est l'observation 1. Puis ici, ce que j'ai, c'est ma densité pour le groupe RB évalué au même point. Donc, j'ai choisi un joueur au hasard et puis je vous donne la densité correspondant à l'endroit où il est projeté sur la courbe pour les deux distributions qu'on a. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre première distribution qui va être QB pour notre observation ici et on va le multiplier par la probabilité d'être dans le groupe QB. Alors, pour QB, on obtient ici 0,21 qu'on va multiplier par la proportion totale des joueurs, la proportion des joueurs qui sont dans le groupe QB au total, donc sans tenir compte là, de l'analyse discriminante. Et cette proportion-là est de 0,35. 0,35. Donc, on va obtenir une valeur pour le premier groupe, pour le groupe QB. On va faire la même chose pour le deuxième groupe qui correspond à RB. Donc, RB de X fois RB. Alors, on va obtenir ici 0,51 fois 0,65. On va obtenir encore une fois une valeur ici et on va classer cette observation-là en particulier dans le groupe qui va correspondre à la valeur calculée la plus élevée. Tout simplement.
Alors, évidemment, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs-là à chaque fois qu'on fait une analyse discriminante. Alors, en R, vous pouvez utiliser la librairie masse avec la fonction LDA. Donc, vous lui spécifiez tout simplement votre variable réponse en fonction de vos X. Et puis ici, je lui ai donné le jeu de données standardisé, mais c'est pas nécessaire. La fonction va faire le travail de standardisation automatiquement. Et puis, vous pouvez finalement obtenir une prédiction avec la fonction predict. Donc, en résumé, ce qu'on cherche à faire avec l'analyse discriminante, c'est un peu la même chose qu'avec la plupart des modèles prédictifs, les modèles prédictifs de classification. Donc, on cherche à couper, à séparer notre jeu de données d'une façon à obtenir la meilleure classification possible. Et dans cette approche-là, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve un axe qui nous permet de maximiser l'écart entre les groupes par rapport à la variabilité totale dans notre jeu de données. Alors, je vous invite à aller lire le chapitre, la section 4.3 du livre de Asti pour compléter ça et pour voir aussi des variantes qui permettent d'aller un petit peu plus loin avec l'analyse discriminante, notamment avec l'analyse discriminante quadratique, entre autres.